Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Azul Flower. Azul Flower Takwid. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire. C'est le 217e café littéraire que nous organisons ce soir. Bravo. Merci. Et ce soir, donc, on va aborder d'une certaine façon l'histoire méconnue jusqu'à aujourd'hui de l'Académie berbère de Paris. Donc, d'abord, je félicite Majid Boumefla qui fait là son deuxième livre sur l'Académie berbère. Le premier, c'était un historique. Et ce deuxième, il est encore intéressant, c'est des interviews de gens qui ont été dans l'Académie berbère ou qui ont eu une proximité avec l'Académie berbère, ou bien d'autres qui ont connu l'Académie berbère à travers ces bulletins. Et j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir aussi mon ami Ben Mohamed, notre légende poétique. Donc, ici, on commence par Ben. Bon, la سلامة والمرحبا يسون. غنبدو إلا يون quelqu'un عقلو فهمنا يطلق بالي Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier ou avant-hier, m'a demandé de lui parler du livre. Il m'a envoyé un message là sur WhatsApp pour me demander s'il allait acheter le livre ou pas. Voilà. Alors Neras, pour lui présenter le livre, voilà quelques mots que je lui ai dit. Il s'agit d'un ensemble d'une vingtaine de témoins qui ont eu des rapports plus ou moins directs avec l'Académie berbère. Ils sont d'inégale valeur littéraire, mais d'un réel intérêt historique. C'est un ouvrage qui peut permettre d'identifier les forces et les faiblesses, les sources des réussites et des échecs de cette académie. Bon, je n'ai pas donné, évidemment, je n'ai pas cité tous les participants, ceux qui ont contribué à cet ouvrage, mais j'insiste beaucoup sur l'importance historique de ce genre d'ouvrage, parce que il y a des ouvrages, où on dit que des choses bonnes, des choses honorables et tout, mais je pense que maintenant on est arrivé au stade où on a besoin de vérité, qu'elle soit favorable ou défavorable à ce mouvement culturel qui date quand même depuis des années. On peut commencer peut-être 48 et même avant, parce que Kéramis Omazé a été écrite en 45, donc voilà, et même remonter plus loin. Mais le problème, c'est que ce mouvement a eu des conduites, des positions qui sont défendables, mais parfois des positions indéfendables. Donc il faut revisiter toute l'histoire de ce mouvement avec l'œil d'aujourd'hui et puis un œil serein, un regard serein. Et nous avons besoin de vérité. C'est par la vérité qu'on peut arriver à avancer, à voir où on va. Mais là, nous
نكمل دير الكذب. Alors, autant commencer à se dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les a ressenties, telles qu'on les a vécues. Voilà. Très bien Ben. On reviendra vers toi. Qu'est-ce qu'un savoir Majid? Majid, dans ce deuxième livre, donc tu as mené d'excellents entretiens. Bon, dans ces entretiens, il y a un peu de redite, il y a un peu de choses qui posent question, mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ces interviews? Bien avant donc ce projet de film, parce qu'au départ effectivement tu voulais faire un film, apparemment ce n'est pas possible, je ne sais pas, c'est à toi de me dire. Oui, je dois remercier le propriétaire des lieux, Youssef, je te remercie infiniment, et je remercie l'assistante qui est là, avec qui on va en débattre. Bon, Youssef m'a posé une question, effectivement, sur, en fait, comment le livre est venu. Au début, effectivement, c'était un projet de film documentaire qu'on a mené. Et donc, le projet documentaire, forcément, nécessite un travail de terrain, donc des témoignages de droite à gauche. Et bon, ça n'a pas marché. Bon, il y a toujours un espoir. Un jour, ça va repartir. Mais pour l'instant, la situation sur cette histoire de film documentaire est bloquée. Et moi, comme j'avais fait énormément de travail au niveau des témoignages, je me suis dit, bon, ça ne va pas partir comme ça. Hein. Il y a quand même plus d'1 an que je travaillais avec des amis. Et là, donc, ça m'a permis de publier 2 livres. Le premier, donc, c'est beaucoup plus une synthèse de l'académie, en m'inspirant effectivement pas seulement des témoignages d'un travail aussi, de petite recherche, bien qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur l'académie. Hein. Et surtout effectivement sur l'exploitation de tous les témoignages. Et le deuxième livre, effectivement, c'était la concrétiser par écrit, parce que les témoignages, ils étaient oraux, hein, c'était des vidéos. Et je me suis dit, tiens, il faut transcrire tout ça, et ça ne va pas partir, comme je disais. Et j'ai publié le deuxième livre, effectivement. Pourquoi il y a certaines redites dans les témoignages. Les témoignages, au début c'était chaque témoin avec une thématique. Ce n'est pas grave. Ah, non, c'est pas ça. Au début, dans le scénario du film, chaque témoin doit intervenir sur un problème bien précis. Tu comprends? Et c'est pour ça d'ailleurs, tu vas trouver les témoins selon des thématiques finalement. Et voilà. Et du coup, donc, j'ai produit ce livre, ce deuxième livre. Effectivement, les témoins, enfin, ce qui en ressort des témoignages, c'est vrai, ils sont inégaux au fait les témoignages. Pourquoi? Il y a une raison. Parce que l'académie, c'était au fait ceux qui ont créé l'académie, ceux qui ont activé au sein de l'académie, il y a de tout. Ça a commencé par des intellectuels, après il y avait des travailleurs, des ouvriers, ainsi de suite. Et au fait, les témoignages là, en quelque sorte décrit la militance de l'académie. Donc il y a des ouvriers. Bon, je les ai effectivement interviewés. Bon, j'ai transcrit tous les témoignages, et ceux qui étaient en mesure de corriger, d'apporter tout ça, je leur ai envoyé les témoignages, et on a fait des trucs comme ça. Bon, certains qui
qui n'ont pas, en quelque sorte, donc la plume, bon, ils ont accepté en quelque sorte. Voilà un peu comment ce livre est venu. Et bon, au cours du débat, on va aller sur le terrain du premier livre parce qu'on est obligé d'en parler sur la naissance de l'Académie, comment on l'a activée, ainsi de suite. Vous voyez, bien que les témoignages du deuxième livre le ressortent, hein, ressortent les activités de l'Académie et tout. Voilà donc pourquoi les témoins, effectivement, il y a une inégalité de témoignages. Hein, donc, c'est à l'image en quelque sorte donc, de l'Académie. Sauf quelque part, on a failli quelque part, parce que c'était prévu, après le projet s'était arrêté, de recueillir des témoignages en dehors des cabines. On a pensé à quelques Chaoui, au Rifin, ainsi de suite. Bon, ça s'est pas fait parce que la situation s'est bloquée. Voilà, merci. J'ai une autre petite question. Pourquoi, à ton avis, Majid, il n'y a pas eu justement un travail universitaire ou pas du temps où beaucoup de témoins étaient encore vivants? Aujourd'hui déjà, il reste si peu de militants de l'Académie Berber. Quelles sont, brièvement, les causes qui ont fait qu'on n'a pas fait ce travail? Bon, la cause fondamentale, c'est parce qu'on est feignant, Youssef. On n'écrit pas. Et il y a des gens qui peuvent écrire. Et, moi, c'est pas mon métier, écrivain. Écoutez, bon, j'ai fait des études, ok, mais mon métier, c'était un bistroquet. Mais bravo, bravo. Franchement, Majid, bravo. Mais c'est beaucoup plus parce que le sentiment de militance, le courage de militant qui m'a poussé à écrire. Donc, c'est ça. Bravo. Et voilà. Et bon, il y a eu Mohamed qui a écrit un livre là-dessus, mais beaucoup plus, il s'est réglé les comptes, au fait de... Oui. Ouais. Donc il y a quelques articles à droite à gauche. Il y a le fils de Béné, Jacques Béné, donc il s'appelle Marc Béné, qui a écrit un peu, mais pareil, c'est les relations qu'il y avait entre Béné, son père, voilà, et Mohamed. Mais un livre, il y a Mjbok, on en parlait un peu. Bon, il y a, mais un livre de recherche, effectivement, d'universitaire, sur l'Académie, il n'y en a pas eu. Il y avait une étudiante à Tizi qui a préparé sa thèse de DEA, je crois, son DEA, et là-dessus. Il a travaillé, d'ailleurs, je lui ai envoyé tous mes travaux. Il s'en est inspiré. Il y a, voilà. Sinon, effectivement, il n'y en a pas, Youssef. Dommage. C'est un vide total. Alors, Ben, toi, dans ton intervention, tu y vas tout de suite à l'essentiel, où tu pointes du doigt les manques de cette académie, surtout un certain discours, on va dire, peut-être excessif. Est-ce que tu peux nous dire un mot à ce propos? Déjà, quand on lit les témoignages, c'est quelque chose qui ressort très rapidement. Elle s'appelle Académie, mais il n'y avait rien d'académique là-dedans. Bien qu'elle a été créée par des gens qui pouvaient la mener sur cette voie. Mais ces gens-là ont été éliminés par les militants politiques. Et il faut dire qu'à l'époque, il faut se resituer aussi dans l'époque, à l'époque, ils avaient en face l'amicale qui faisait un travail plus politique, qui s'imposait par la force. Donc, à la force, on répond par la force. Voilà, c'était ça l'atmosphère. C'est peut-être un extrémisme que aussi les pratiques du pouvoir algérien a généré. Donc, cette répression, cette, on va dire, ignorance, ce mépris de toute une culture. La violence, tout court. Il se trouve que, alors, depuis l'indépendance, finalement, en Algérie, on n'a eu qu'une seule école politique.
c'est l'école politique du FLN. Et y compris Mohamed Arab, qui était issu du FLN. Donc il avait inconsciemment cette idéologie du FLN qui n'est pas avec moi et contre moi. Et c'est pire encore, même avec le multipartisme qu'on a eu en Algérie, on n'a pas eu un véritable multipartisme. On a eu des petits FLN. On a eu quelque chose qui est insensé, c'est un multi-parti unique. Voilà. Un parti tentaculaire. Bon, Ben oui. on va pas donner. Tu as Ouais. quelque chose à dire, Oui, Majid, bien sûr, rapidement, bien sûr. avant de donner la parole à la salle. Je vais aller à contre-sens de ce que vient de dire Ben. Bon, ce qu'il relève comme tard, effectivement, ça a existé. Mais il faut se resituer effectivement dans le temps. Comment l'Académie Berbère était née? Vous savez bien, bon, le coup d'État de Bourguin, il n'a laissé personne, tout le monde est parti de là-bas, bon, et toute l'opposition se retrouve ici à Paris, en France, de manière générale, et particulièrement à Paris. Et là, effectivement, il y avait des Kabyles, un groupe de Kabyles autour de Mohamed Arab qui se sont dit, bon, on va créer quelque chose, effectivement. Au début, c'était parti pour créer une association culturelle. D'ailleurs, le premier nom veut tout dire. ABERC, c'est Association berbère d'échange et de culture berbère. Académie, ABERC, pardon. Et, Association berbère d'échange culturel, de recherche culturelle. Et c'était parti dans ce sens. Il y avait d'ailleurs les gens qui sont approchés de ce noyau, c'était des gens très très intéressants. Hein. Donc il y avait Ahmanir, il y avait Taous Amrouch, au niveau de, il y avait Bazizen, il y avait Naroun, il y avait plein de gens comme ça. Et cette association, elle a été appuyée par des chercheurs de renom quand même. Hein. Et Charles-André Julien, Servier, qui d'autre. Enfin, il y avait quand même une dizaine de chercheurs français qui ont appuyé à la naissance de cette académie. Et effectivement, au début, il y avait déjà, dès le départ, il y avait les choses sont focalisées quant à l'intitulé de l'académie et l'objectif de l'académie. Il y a certains autour de Rahmani qui voulaient orienter l'association dans le sens de production culturelle, d'édition, ainsi de suite, et de recherche. Et donc le nom de l'académie. Voilà. Et il y avait l'autre tendance, un peu beaucoup plus politisée, effectivement, autour de Bessaoud. Bessaoud, bon, il a été effectivement quand même non pas instituteur, moniteur, son niveau d'instruction. Il était enseignant, mais il était beaucoup plus porté sur les questions un peu militaires. Bon, il venait juste de sortir de la LN, du FLN, des guerres. Donc, et autour de lui, effectivement, il y avait une autre tendance qui voulait ce rassemblement, il faudrait qu'il soit beaucoup plus politisé. Et là, au début, devait l'appeler Académie berbère. L'autre tendance, donc intellectuels ont dit non, il faut rajouter recherche, études. Et là, ils ont trouvé un terrain d'entente, ils l'ont appelé ABERC, ce que je disais. Et cette association est restée, il faut le dire, tu vois, comme je disais tout à l'heure, on est feignant. Et bien, il y a eu un blocage à ce niveau-là. Rien, pendant 1 an et demi, l'association ne bougeait pas. Et c'est ces éléments qu'on taxe un peu d'activistes politiques
qui ont pu insuffler à cette académie de la vie, voilà, du mouvement. Et là, cette tendance-là l'avait emporté sur la tendance beaucoup plus intellectuelle universitaire. Et en 69, refonte structurelle de l'association. Les statuts n'ont pas tellement changé. L'identité a changé. Elle est passée de la Berk à Al-Jeraou, Académie Al-Jeraou Imaziran. Donc, c'est comme ça qu'on a connu l'Académie Al-Jeraou Imaziran. Et là, il y a eu quand même un déclic. C'est vrai, il n'y avait pas de production intellectuelle. Il y avait le bulletin de l'Académie, bien que ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel, mais les choses essentielles, elles étaient là. Elles étaient là, l'argumentaire était là, la petite recherche historique était là, ainsi de suite. Et il y a eu quand même sur ce terrain même de l'intellectuel de recherche, il y a eu quand même le bulletin. Et sur l'autre terrain, beaucoup plus pratique, il y a eu l'organisation des galas, la distribution des tracts, des débats à droite, à gauche. Bien sûr, il faut, comme on disait, il faut se remettre un peu dans le contexte. Il y avait l'amicale des Algériens en Europe, qui était, normalement, le but de l'amicale, c'était d'aider les émigrés, tout ça, bon, à s'intégrer, mais elle a servi beaucoup plus d'une association policière, et là, contre tout ce qui s'oppose au pouvoir militaire d'Alger. Et elle était tout le temps en face de l'académie. Ils lui ont cassé des activités, ainsi de suite. Mais donc, l'académie, je pense, moi personnellement, hein, avec tous les blocages qu'il y a eu, je peux dire quand même ils ont fait beaucoup de choses. Et je dirais quand même bravo. Parce que s'il n'y avait pas cette association, attention, elle ne recevait pas des pressions des pouvoirs en place, Algérie, Libye, Maroc, Tunisie, ici aussi avec l'américaine, même au sein des partis politiques de l'opposition, elle a reçu encore des pressions. Donc il y a eu énormément, elle recevait des coups partout. Même avec ça, elle a pu quand même produire ce qu'elle avait produit. Absolument. Voilà, elle avait produit ce qu'elle avait produit. Et en plus, elle a impacté le mouvement, justement, culturaliste en Algérie, bon, beaucoup plus en Kabylie à Alger qu'ailleurs. Bon, son objectif, c'est beaucoup plus large, mais l'impact est beaucoup plus limité au niveau d'Alger et de la Kabylie. Il y a eu quand même des repères historiques où on trouve le travail de l'Académie. La fête des cerises, à laquelle j'ai moi-même assisté, on criait les slogans de l'Académie. À la finale de la Coupe d'Algérie, c'était exactement pareil. Il y avait énormément de repères historiques comme ça, où on ressent que le travail de l'Académie, le travail de l'Académie a porté. Effectivement, il y a Alger, Delbouz qui a travaillé, Katib qui a travaillé, les chanteurs. Yves lui-même, vous pouvez trouver sa vidéo sur Internet, il a reconnu comme quoi l'Académie, pour lui, elle était essentielle. Elle l'avait quelque part éveillé au combat. Vous voyez, donc, tout est relatif. Tout est relatif. Merci Majid. Incontestablement. Puis-je rappeler que Hanouz, l'un des directeurs de l'Académie, a produit un livre de grammaire à Mazir. Hein. Exactement. Et l'Académie berbère a produit donc 44 bulletins d'Imaziran. Ils ont réhabilité aussi le Tifina, qui était complètement oublié. Et puis donc, l'essentiel, c'est qu'ils se sont opposés aux directives des régimes autoritaires d'Afrique du Nord. Ils ont eux aussi les pressions du pouvoir français. Oui. D'ailleurs, cette histoire, c'est mal terminée, bien sûr. Mais on ne va pas parler de ça. On va en débattre. Il est temps qu'on donne la parole à nos amis pour des interventions, des questions. L'idéal, c'est que les questions soient courtes et concises.
Si c'est possible. Voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose. Il faut dire que cette revue-là, effectivement, elle avait une légitimité. On la recevait normalement, j'étais interne au collège, et on la recevait normalement en Algérie, jusqu'à une certaine date où effectivement il y a eu, on ne savait pas trop pourquoi, on ne recevait plus rien, et puis la répression a commencé. Effectivement, c'était juste avant les premières repressions. Mais cette revue a été donc reçue normalement en Algérie, au lycée, au collège, au village. Les gens recevaient cette revue. Merci. Je vais apporter une précision. C'est vrai que les gens la recevaient, mais l'Académie faisait une bêtise monumentale là, parce qu'elle l'envoyait comme un peu le journal officiel, c'est-à-dire il plie la revue en deux avec un bandeau, ce qui voulait dire allez, voilà des gens amenés en prison. Mais les gens qui ont fait cette remarque à Mohamed Arab à l'époque, il leur a dit, ils ne peuvent pas amener tout le monde en prison. Ah oui. Mais moi, s'ils amènent un seul, c'est grave. C'était là le problème. Enfin, entre autres. Oui, Je ça. dois rectifier ça. J'étais militant à l'Académie berbère et effectivement, effectivement le bulletin, il allait en Algérie par le biais de la poste. Pendant 2 années, il passait par la poste parce qu'il y avait 2 directeurs. Il y a un directeur à la Grande Poste et un directeur de Guinat UCMD. C'est une fois les autorités sont aperçues, qui venait par un autre biais. Il passait par le biais de la poste. Et je suis témoin parce que c'est quand ils sont postés. Voilà. Là, c'est pour rectifier une chose. Ces 2 filles qui ont préparé la thèse récemment avec Chemar, le livre de scientifique est sous la direction du Chemar. Les 2 filles ils ont une notion de très bien. Je pourrais revenir sur d'autres sujets. Merci, merci. En fait, moi je suis arrivé parmi les cabines aujourd'hui, ça fait plaisir les gars. En fait, je suis venu pour rejoindre l'éditer la carrière, on voir Majid avec son chapeau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, autant que moi j'ai entendu parler de l'Académie berbère, j'avais 15-16 ans, au fond phare des Rifs, dans un petit village. Le travail qu'il fait Majid, c'est qu'il nous donne des outils pour déconstruire beaucoup de légendes, beaucoup de non-dits à l'Académie berbère. Je ne parle pas des militants, mais je parle de mes voisins, même avec famille, donc le peuple dans la vraie vie. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est un très très bon travail. Par contre, j'ai une petite parenthèse, c'est que l'Académie berbère, normalement, était censée combattre un régime dictatorial en Algérie ou en Afrique du Nord. Et quand je vois quelques... Mais il avait quand même une certaine bienveillance avec quelques dignitaires des régimes marocains. Je sais qu'en tant qu'Arifin, quand je vois le feu Hajoub Hardar, par exemple, qui est très proche de l'Académie berbère, bon, les choses ne sont pas binaires dans la vie, en fait, mais voilà, le point noir de l'Académie berbère pour les Rifins, pas les Rifins, moi je ne suis pas pour parler des Rifins, mais pour moi, c'est qu'il avait une certaine bienveillance avec les dignitaires, certains dignitaires marocains. Voilà, c'est que Hajoub Hardar, par exemple, parce que moi j'ai souvent des discussions avec Majid, pour nous, il fait partie d'un régime quand même sanguin, autoritaire qui a massacré Taïfin. Et en même temps, on le recevait à Paris pour parler de la matérialité. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Je peux apporter Oui, rapidement, Majid, pour prendre la parole. Oui. Au sujet du bulletin, effectivement, à un certain moment, il est distribué par la Poste. Il y avait des frères chérifi qui travaillaient au tri de la Poste. Et eux, ils faisaient partie d'une autre association à Alger, la DEF, à Fouzekous. Et les relations, il y a eu des relations avec l'Académie, bien évidemment.
Et ces gens-là, comment ils faisaient? Ils faisaient passer tout ce qui vient donc, de l'académie et leur propre revue aussi. Et ils la faisaient passer jusqu'au point, effectivement, on a découvert le poteau rose, bon, il y avait, ils ont arrêté tout ça. Ben, il a été victime d'ailleurs. Il le raconte dans le livre. Il le raconte, il a été victime de ça. Voilà. Par rapport à Hardel, il faut savoir une chose. Hardel, bon, il a quand même aidé énormément l'académie sur un point très important. Je parlais tout à l'heure du Tifina. À un certain moment, l'académie voulait travailler avec les caractères latins. D'ailleurs, il y avait des réunions de travail au début, tout ça. Et Hardel, il avait des relations avec Mohamed Arab. Il lui a envoyé une lettre. Il lui a dit mais écoute, Mohamed Arab, tu nous casses les oreilles avec ton amazérité, tu parles de la langue, on a une langue qui existait bien avant Jésus, tout ça. Mais si tu ne travailles pas avec cette langue et tu ne la montres pas à ton peuple, tu as tout faux. Et du coup, Mohamed Arab, ça a fait titre dans sa tête, et c'est là qu'il a carrément changé d'orientation. Et ils se sont beaucoup plus intéressés au caractère Tifila. Et c'est là qu'ils ont ramassé tous les Tifila un peu qui traînaient à droite à gauche, il y avait beaucoup. Ils ont en quelque sorte homogénéisé tous les parlers, Tifila. Ils ont mis en place donc un alphabet au début de 35 ou 36 lettres. Après, ils ont rajouté le A, là, tout ça. Et ils ont monté un alphabet de 37 lettres, de Tifila. Parce que ils ont. Bellache qui a fait ce travail. Il y a Bellache. Il y a Bellache qui a aidé énormément Mohamed Arab. D'ailleurs, dans le travail d'ajout de lettres, Bellache on a ajouté, Mohamed Arab on a travaillé. Mais ils sont intéressés beaucoup plus au parler kabyle. Voilà. Oui, il y avait des Kabyles. Donc, et ce travail-là, ils ont travaillé avec ça. Le bulletin, il était bilingue. Il y avait des articles en Tifina et des articles en français. Ils ont travaillé comme ça. Et l'IRCAM, quand ils voulaient travailler, ils se sont inspirés du travail de l'académie. Ils ont repris le travail de l'académie. Eux aussi, ils l'ont adapté au parler rifin, tout ça, des berbères. Et ils ont rajouté quelques lettres, ils ont supprimé quelques lettres. Et ils ont établi effectivement un alphabet, c'est le Tifilard de l'IRCAM, avec lequel ils travaillent maintenant. Hakim. Bonsoir tout le monde. Alors, si j'ai bien compris, les principaux animateurs ou militants de cette association ou de cette académie étaient essentiellement catholiques. Alors, ma question elle est simple. Comment expliquer qu'il n'y ait pas eu d'implication d'autres berbères? Je ne vais pas tous les citer, Maroc, et tout ça. Comment expliquer qu'il n'y ait pas eu d'implication de tout ce beau monde dans une académie qui se veut berbère et non pas kabyle? Merci. Ouais. Je peux répondre. Oui, bien sûr, Ouais. Majid, vas-y. Ben, effectivement, au début, c'était que des Kabyles. Et à un certain moment, l'académie, dans ses objectifs, c'est des objectifs pour tous les berbères. Vous allez lire, bon, pas dans celui-là, mais dans le premier, j'ai mis les statuts de l'académie et tout. Bon, donc, et c'est pas le manque de vouloir de l'académie de s'élargir. C'est tout simplement, il manquait des éléments. Il ne faut pas oublier que, Ali le disait, les Marocains, ils étaient beaucoup plus reprimés. Même si on est reprimé, en quelque sorte, c'est là qu'on continue à nous battre. Et il y avait quand même quelqu'un qui a approché l'académie, c'est Ammar El-Gadi, c'était un Chaoui. Il a même essayé de rapprocher quelques Chaouis, bon, ça n'a pas trop marché. Et dans le Mankasser, parce que dans le Mankasser, il a créé une antenne de l'académie dans le nord, à Roubaix. Et là-bas, justement, Ammar El-Chaoui est parti.
est parti pour sensibiliser parce qu'il y avait beaucoup de Shaouis. D'ailleurs, Mohamed Al-Makasser m'a raconté une anecdote. Il est allé voir à Amor, il est ça, Amor, mais bon sang, vous êtes nombreux ici dans le Nord. Quand j'approche les Shaouis, ils ne veulent pas m'écouter. Amor, qu'est-ce qu'il lui dit? Laisse attends. Il laisse, tu sais, un Shaoui, il y a quel Shaoui qui peut travailler un Shaoui. Il est monté dans le Nord, ils sont allés sensibiliser, ils ont rapproché quand même 2 ou 3 éléments à l'Académie du Nord et qui a travaillé avec eux. Voilà, donc, mais les échanges par contre de courrier, les échanges de courrier se faisaient. Au Maroc, il y avait quand même énormément d'éléments qui recevaient le courrier, qui envoyaient le courrier. Il y avait un peu en Algérie, un peu en Libye. Tiens, en Libye, il y avait quand même un contact. Comment il s'appelle, Mahrouk Saïd Mahrouk, et bien lui, il a fait la prison et tout, il a été pauvre, malmené par la Kadhafi. C'était, à chaque fois qu'il vient ici, il est en contact avec l'Académie berbère. Il a fait du travail là-bas. Donc il y a eu quand même, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il faut toujours ne pas oublier le contexte dans lequel évoluait l'Académie. Il faut toujours se rappeler de ça. Ben après, juste une précision. Il faut dire aussi que le mouvement berbère est quand même plus ancien en Kabylie. Parce que c'est la région la moins influencée par l'idéologie arabo-islamiste. Si, à l'époque, oui. C'était par exemple chez les Chaouïas. Le Maroc. Oui, le Maroc jusqu'à présent. J'ai été plusieurs fois au Maroc. Ils ont beau être berbéristes à fond, etc. Mais tu arrives à toucher l'islam. Non. Or, c'est le principal frein à notre culture, c'est ça. Tu peux toucher l'islam en Kabylie? Hein? On peut toucher l'islam en Kabylie? Maintenant, oui. Maintenant, on ne peut pas. Mais à l'époque, quand l'islam est arrivé au Maghreb, ce n'est pas l'islam du Moyen-Orient. On lui a donné la couleur berbère. C'est une longue histoire. Yazid, c'est une longue histoire. Nous avons été soumis. C'est une longue histoire. Yazid, vas-y. J'ai 2 questions en fait. Bon, Majid a évoqué un petit peu le contexte et plus les influences de cette académie. Le contexte, c'est vrai, donc elle a été si j'ai bien compris, créer une institution culturelle pour travailler et pour faire un travail scientifique. Donc bon, une partie a été réussie, mais apparemment, ce que j'ai compris, ce n'est pas assez. Si ma mémoire est bonne, je pense aussi que tout le travail a été repris peut-être par Nilalco et d'autres chercheurs en France. Et bien sûr, qu'en est-il de cette association qui est venue après, Emudazen? Voilà, cette relation, ça c'est ma première question. Mais ma deuxième question, c'est le rapport par rapport aux politiques. Pourquoi par rapport aux politiques? Par rapport aux gens, aux militants qui ont construit cette académie, et on comprend bien que l'apport de Mohamed Arabe, qui dès le départ donc, a confronté Ben Bella en 65, tout de suite il s'est retrouvé à Paris, et donc l'apport du FFS par rapport à cette académie. Du FFS, bien sûr, dans la clandestinité, parce que l'amicale avait pour objectif l'immigration, mais son objectif principal, c'était le politique.
Voilà, c'était que contrecarrer le politique. Merci. Vas-y, Majid. Rapidement. Oui, ben, je disais tout à l'heure, effectivement, sur le plan scientifique, le travail de recherche, tout ça, bon, l'Académie, quelque part, elle a failli, mais elle a quand même produit un petit peu, en mesure de ses moyens. Il faut se dire une chose aussi, hein, l'Académie n'avait pas beaucoup de moyens. Hein. Rien, aucune subvention, comme maintenant de temps en temps on a des subventions, rien du tout. Non seulement rien du tout, les gens ne répondaient pas aux cotisations. C'est comme on connaît le problème, on le connaît actuellement. Hein. C'est ce qui a poussé quelque part Mohamed Araf à un petit peu aller sur ce terrain-là, un petit peu je ne dirais pas du racket, mais un petit peu à utiliser un petit peu la violence pour avoir un peu d'argent. Donc voilà la situation. Bon. Mais par rapport aux politiques, je l'ai souligné dès le départ dans mon introduction, tous les partis politiques étaient contre l'Académie Berbère. Alors non seulement dans leurs écrits, tout ça. J'ai cité dans le premier livre les quatre grands partis de l'opposition en ce temps-là, à l'époque. Il y avait le Pax qui disait c'est la création des militaires français, et l'objectif de l'Académie c'était un objectif petit bourgeois, il n'y a que des petits bourgeois, ainsi de suite, à l'intérieur, il faut casser parce que eux, c'est des messieurs les révolutionnaires, les marxistes, ainsi de suite. Bon, le PRS, c'est exactement la même position. Le PRS, il nous dit, c'est une création des services secrets algériens pour éviter l'avènement du prolétariat, prendre le pouvoir en Algérie. Voilà, il casse. Au fait, l'Académie Berbère était née pour casser la classe ouvrière, ainsi de suite, l'empêcher de suivre. Ça, c'est la position du PRS. La position du FFS, celle-là, par contre, et celle du FUA plus tard, beaucoup plus au niveau des personnes. Ça, donc ils avaient des problèmes déjà électriques. Et il y a attention, il y a quand même, le FFS voyait en Académie une concurrente sur un peu le terrain politique. Et par contre, Rachid Yahya exactement pareil. Bien que Rachid Yahya, il a aidé Mohamed Araf à venir à sortir de l'Algérie, tout ça, fuir, et même mais au niveau de la base, il y a quand même des bonnes relations entre les militants du FFS, du FUA et de l'Académie. Là, mais au sommet, non. Et pourtant, comme le FUA, les objectifs du FUA, que l'Académie, ils s'approchent beaucoup, hein, politiquement. Hein. Donc, le FFS n'était pas clair sur ces questions un peu culturelles et linguistiques. Il est venu bien plus tard, en 78-79. Mais au début, effectivement, c'était pas ça. On connaît bien la politique du FFS. Voilà. Enfin, ma question, c'est concernant, vous avez parlé des travaux académiques. Là, j'ai sous le livre d'Ali Binoun sur la crise berbériste. Je viens juste de terminer, ça c'est des communautés, des références, il y a quelque chose. C'est un travail très bien fait. D'ailleurs, je pense que cette génération d'historiens va nous emmener très loin dans le débat, dans la franchise, etc. C'est son talent. Donc c'est juste, j'ai l'impression que l'Académie elle était plutôt quand même dans la continuité des idées un petit peu du PPA. C'est-à-dire que quand même certaines personnes qui étaient issues du PPA, il n'y a eu pas vraiment de rupture au niveau du comportement, notamment dans leur leader, on la retrouve. Et l'autre point aussi, il y a une espèce de silence total sur la crise berbériste, donc sur on va dire entre parenthèses, des auteurs de Kelby Soumazir, etc. Donc en fait, ce qu'on retrouve par la suite, même au mouvement 1980, même en 89, je me souviens à Tizi Ouzou, j'ai participé donc aux assises
l'UNCB, c'était quand même, il y avait cette atmosphère où chaque génération dit ah, c'est nous les meilleurs. 80 disent que les poseurs de banque de Haroun et ses copains c'était manipulé, etc. Peu importe. Et ainsi de suite, ça se propage. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne s'inscrit dans la continuité de l'autre. À chaque fois, il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas des pans. À partir du moment qu'on casse ces pans-là, entre les générations, entre les mouvements, on n'avance pas, on tourne rond. Voilà. C'est le paragraphe. Je passe à... Non. Oui, je peux... Oui, par rapport au livre de l'Ali, effectivement, il a parlé de la crise berbère, tout ça, il n'a pas parlé de l'actualité. Il a apporté son témoignage dans le livre. Hein. Il est dans le livre. Mais quant à la continuité, quand l'académie, c'est la continuité du PPA, non. Non, c'est la continuité des nationaux berbéristes des années 40. Là oui, d'ailleurs, je le souligne dans le premier livre, en introduction, je disais c'est la continuité. Ils ont repris l'objectif de Béziers, ainsi de suite, la langue, voilà. Ils ont repris, ça oui. Pas du PPA, hein, de la dissidence du PPA, oui. Les années 40, les berbères des années 40. Là-dessus, il y avait une continuité, quelque part, hein, il y avait une continuité. Voilà. Pour les idées 40, attends, je fais une petite précision. Quand tu lis Idir Watani, l'Algérie, ça n'a rien à voir avec l'Académie. D'ailleurs, on a vraiment un retard énorme par rapport à cet ouvrage et la vision qui est développée dans cet ouvrage de la fin des années 40 ou début 50. Voilà. Oui, attends. Juste une... Vas-y. C'est un intermède. Probablement que les militants de l'Académie ne connaissaient même pas ce texte. Ils ne connaissaient même pas. C'est qu'il y a du ça. Attention, Idir Watani, le livre, la revue d'Idir Watani, c'était ils étaient 5 à travailler dessus, ils étaient 3 à Hadjaras, tout ça. Ils ont parlé un tout petit peu des langues populaires à l'intérieur. Oui, mais il y a un événement qui s'est passé en Kabylie juste après la crise, pendant la crise en fait. La crise berbériste, et ben c'est la réunion d'Arous. Arous, c'était un rendez-vous de la dissidence du PPA. Tout simplement, les berbéristes à l'intérieur du PPA, ils ont essayé de poser le problème à l'intérieur du PPA, ça n'a pas marché. Ils ont parallèlement fait la réunion d'Arous. Et là, c'est beaucoup plus un petit congrès. Les deux points à l'ordre du jour, c'est le passage à la lutte armée et la question nationale. Et eux, ils étaient clairs dans le truc. La tendance berbérisante à l'intérieur de la réunion de Arous, c'était clair pour eux. L'Algérie est berbère, est d'origine berbère, ainsi de suite. L'objectif, c'est d'installer une société berbère en Algérie, bien sûr avec des langues. D'ailleurs, Rachid Al-Hia, il le reprend dans ses écrits, avec les deux communautés linguistiques. Et des Watani, il n'y avait que Winnet qui assistait à la réunion d'Arous. Il n'y avait que Hadjaras. Il a assisté un jour. Un jour, j'ai discuté avec Hadjaras, je lui ai parlé de cette question. Et il m'a dit que oui, j'ai assisté une fois, c'est tout. Après, il a parlé effectivement qui a initié le Watani. C'est Amar Ould Hamouda. Amar Ould Hamouda qui avait initié le... S'il vous plaît, monsieur. Merci. Une question relative à l'appréciation, plutôt à travers à travers tes recherches. Est-ce qu'il y a eu un certain nombre de documents, d'articles de journaux, de presse étrangers qui parlaient justement de l'académie? Moi, j'ai essayé de fouiner un petit peu. Je ne sais pas si tu as fait, toi, des recherches approfondies,
j'aurais aimé avoir quelle a été l'appréciation, ou plutôt les avis, d'un certain nombre, disons, de journaux de gauche ou d'extrême gauche, français, italiens ou autres, à travers le pays, à travers plutôt la Méditerranée. Plutôt. Merci. Il n'y avait pas beaucoup de documents là-dessus, hein, de toute façon. Je pense qu'il n'y en a pas du tout. S'il y a quelques articles. J'ai mis des références dans le premier livre. Il y avait quelques articles à droite à gauche. Mais les Français n'ont pas écrit là-dessus. Aucun. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Hein. Sauf Yalana, et encore même Yalana, il n'y en avait pas. Hein, il y en avait pas. Les articles qui ont émergé ces dernières années, tout simplement. Hein, quand on parlait un peu de l'académie. Sinon, il n'y avait pas de documentation. Revanche, le quotidien Le Monde a couvert le procès de l'Académie berbère. Ah oui, là c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Effectivement, il y a l'article, je l'ai mis dans le premier livre, le procès de Mohamed Arab. Le Monde a couvert. Une autre question, Majid. Vas-y. J'ai pas besoin de... Ah ben, mais ça va, Gérard, oui. D'abord, merci à Majid d'avoir fait son travail. Tu dis que tu es un bistrotier, ben merci au bistrotier que tu es, parce que tu nous donnes à lire un document essentiel. Je pense qu'il faut qu'on fasse très très attention de ne pas voir ce qui s'était passé à travers l'actualité, à travers nos yeux, notre contexte d'aujourd'hui. Il faut savoir aussi que c'est sortir de 7 ans de guerre et en 62, reprendre le flambeau, quel que ce soit le FFS, que ce soit pour des idées culturalistes, etc., c'est extraordinairement difficile. Il faut vraiment se situer dans le contexte. On voit déjà aujourd'hui la difficulté nous-mêmes à prendre la parole, à continuer, à s'engager. Alors imaginez un petit peu à l'époque. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, je pense que le fait d'avoir créé une structure culturelle, mais en même temps politique, parce que la culture c'est politique, il n'y a pas la politique d'un côté, la culture de l'autre, etc. Ça c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est pour moi l'Académie berbère, c'est un mythe. Tout à l'heure, Youssef a parlé effectivement d'un témoignage. Moi-même, j'étais au lycée Chehani Béchir à Azazga et j'entendais parler j'avais 15-16 ans, j'entendais parler de l'Académie berbère. J'avais l'impression que c'est extraordinaire, quelque chose qui s'est organisé en France, qui va nous permettre de nous émanciper et en même temps l'interdit. Et je me rappelle effectivement le journal qui avait été distribué au lycée. On était en plein cours, il y avait, comme aujourd'hui, une Renault 16 noire qui était venue. Ils ont fracassé tous les... Comment on appelle ça casiers. Les casiers, merci. Les casiers. Et à chaque fois qu'ils trouvaient un casier, on prenait la personne, on l'interrogeait. Pour vous dire. Et ça a créé un mythe mais extraordinaire. Une peut-être des virages ou de ma conscientisation politique, c'est ce point précis. Et après, il y a eu 80. Mais pour vous dire effectivement, des fois, comment on sème à partir d'un acte comme ça, d'une association, eh ben, ça fait son chemin dans la tête, dans l'engagement. Et Ben qui parlait tout à l'heure de toute une région qui s'engage, c'est aussi la continuité, elle est aussi là. Si 80, même si les acteurs peuvent toujours dire non, on ne s'inscrit pas dans la continuité, mais la continuité, elle est là. Et je crois que c'est de ce point de vue, merci pour le livre. Merci à toi. Merci. Hamid, vas-y. Je remercie à nouveau Majid. Merci pour cet exposé très très clair. C'est vrai que l'analyse à un niveau politique, au niveau historique, n'est pas encore faite. Donc c'est des témoignages, c'est des morceaux d'analyse. Mais je rebondis dans le sens de Mahidine. C'est vrai que le mouvement de 80 est issu, on va dire, de l'Académie berbère, de l'enseignement de Mouloud Mamri et de
La chanson. Des matériaux. La chaîne cabine. La chaîne 2. La chaîne cabine. Oui, Giscard. Et les matériaux berbères, comme on les appelait, berbéro-matérialistes. Donc il faut dire que rétrospectivement, quand le mouvement a émergé, le mouvement berbère, en fait, il a rencontré les mêmes résistances que l'Académie berbère, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de preneur. Le fait c'est venu plus ou moins après, mais en fait, personne n'était preneur. Et pourquoi? En fait, c'est la même problématique que l'Académie berbère. Il s'est passé ce qui s'est passé au niveau politique. Les berbéro-matérialistes ont essayé de changer la définition de l'État. Donc c'était ça qui les travaillait, qui les motivait. Mais il faut dire une chose, au niveau des connaissances, de l'épistémologie, des paradigmes de l'époque, moi je suis toujours étonné que Bessarat Mohamed Arab ait intitulé son livre, un de ses livres, L'identité provisoire. Mais il faut se rappeler que le concept d'identité n'existait pas. Ouais. Le concept d'identité est arrivé dans les fins des années 70 et puis début 80, après il y a eu une inflation. L'identité, lutte identitaire, etc. Et donc du coup, la lutte pour les identités avait rencontré deux problèmes. C'est la fameuse lecture tout le temps marxisante autour des prolétaires, etc. Donc les ethnies, c'est vu comme des choses réactionnaires, comme des résistances, etc. Et pareil, il n'y a même pas eu d'ailleurs une théorisation de la paysannerie, c'était plus le prolétaire. Donc du coup, quelque chose qui vient des intellectuels, des paysans et qui revendique une identité, ça c'est vraiment récent. Et donc on va dire que l'Académie berbère était, on va dire, avant-gardiste de ce point de vue-là. Mais elle voulait changer l'identité, voilà. Et c'est vrai qu'à sa tête, il y avait à l'époque deux groupes. Le groupe qui venait de la guerre avec toute la violence de la guerre, effectivement, avec l'échec aussi de la lutte aussi, de la Wilaya 3. Et puis, et les intellectuels qui avaient un autre itinéraire qui était déjà là. Il n'était pas en Algérie. J'ai rencontré aussi Rahmani à l'époque, Taous Amrouch, etc. C'était un tout autre itinéraire, c'était pacifiste, c'est vrai qu'ils étaient dans la recherche, la culture, le chant, etc. Ils ont quand même, à travers l'académie, en deçà et au-delà, ils ont transmis aussi beaucoup de choses au mouvement culturel berbère que nos générations ont vécu. Mais en tous les cas, c'est deux itinéraires, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu les deux pôles de l'académie berbère. Un pôle vraiment recherche où les gens, on leur dit, bon, vous produisez, faites ce que vous avez à faire, et nous, bon, on s'occupe comme ça se trouve dans certains partis. Encore aujourd'hui, l'idée qu'il y ait une lutte sur le terrain, une lutte politique, et qu'on laisse les intellectuels travailler tranquillement, les poètes, les chanteurs, etc., on est encore dans cette violence, les uns reprochant aux autres, voilà, alors que c'est deux dimensions complémentaires et différentes, qu'on pourrait faire dépendre les deux. Voilà un peu ce que je voulais dire, et je remercie Majid à nouveau, et Ben qui est là. C'est un livre que tu viens d'écrire, Hamid. C'est un livre. Et c'est Selma. Selma. Attends, Selma. Hein? Oui, mais attends, alors, je vais demander la parole à bon, on va prendre 2 ou 3 questions et on va passer à la dédicace. Selma, pardonne-moi, parce que voilà, c'est vraiment peut-être un tout petit témoignage de la militante, toute jeune militante que j'étais moi dans la fin des années 80 au lycée, justement pour vraiment être dans la continuité en fait ce travail de l'Académie berbère. Donc quand j'en ai entendu parler la toute première fois, c'était au lycée, dans mon patelin perdu d'Arvon. Ça c'est une chose. Ensuite j'en reviens à ce qui nous titille tout le temps, c'est-à-dire à parler tout le temps de fractures. Je pense que toutes ces fractures-là ont donné ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire il y a un sacré travail qui a été fait peut-être au départ, je ne vais pas revenir sur ce que tu as raconté. Aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose en Algérie qui est quand même, quel que soit ce qu'on pense les uns et les autres,
l'officialisation de Tamazight, langue nationale et officielle, peu importe si c'est mal fait ou s'il y a encore des choses à faire. Je pense que la problématique aujourd'hui, c'est aussi des militants, ou en tout cas de ces pertes-là de repères, de comment on va faire maintenant qu'on n'est plus dans la clandestinité. Maintenant qu'on ne nous tape plus dessus, parce que tu l'as dit tout à l'heure, plus tu nous tapes, plus on se... Donc maintenant, contre guillemets, on nous tape moins, peut-être, en tout cas d'une manière différente. Comment on peut faire pour avancer, et comment faire que ces fractures-là, que ce soit ici ou là-bas, on puisse en faire quelque chose de formidable, et cet héritage-là de l'Académie berbère ne soit plus une guéguerre entre les culturalistes et les politiques, parce que la question culturelle est de toute façon politique. Absolument, oui. Jamais l'Algérie n'a été aussi dictatoriale depuis 3 ans. Je vais essayer de préciser deux petites choses qui me paraissent importantes. L'Académie berbère, à sa naissance, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait énormément d'universitaires, de paysans, en fait, pardon, d'ouvriers. Et quand il y a eu un changement en 69, c'était presque les mêmes qui sont restés, à part Al-Hamani qui est parti. C'était tous Qibla Kulia. Mais tout simplement, au niveau du travail, il n'y a qu'une minorité qui bosse, donc c'est tous les gens, Hanouz ou Mohamed. Voilà, ils ont activé, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais, oui, donc, Naroun, il s'est écarté, Aziz s'est écarté, Ahmed s'est écarté. Oui, bien plus tard, hein, l'un dans le conseil d'administration, le deuxième, mais après, bon, ils sont, bon. L'héritage de l'Académie, effectivement, il faut l'exploiter. Je suis d'accord, il faut travailler là-dessus, tout ça. Il y a une chose qui s'est passée en 80. En 80, vous me diriez que effectivement, les poseurs de bombes sont passés par là, tout ça. Dans le mouvement de 80, effectivement, les éléments qui étaient proches de l'Académie, ils étaient mal vus. C'était mal vu, ça a plombé un peu. Bien que le discours, ça appartient à l'Académie. Mais ils ont évité de s'approcher un peu de... Ils ne veulent même pas parler de l'Académie. Il y a Hand qui était un ancien militant de l'Académie, et un activiste dans le moment de 80, il m'a dit, il a essayé de glisser un truc, ils vont chanter Kiramisou Mazir, hop, Ergebelti Durkoul. Vous voyez un peu. Il est dans le livre, hein, c'est un témoignage. Hand, il a témoigné. Et donc vous voyez un petit peu. Et parlons franchement, le mouvement de 80, il a été plombé par les paxistes. Comme ils ont plombé l'Académie des guerres. Hein. Et oui, toute la gauche, ils nous ont plombé. Absolument. Hein? Donc vous voyez. En quelque sorte, on a l'impression on rencontre toujours les mêmes problèmes et les mêmes personnes. Ouais, ça c'est des choses que je voulais souligner. Youssef. C'est juste pour revenir sur une chose. On a parlé tout à l'heure de Smaïl Belach qui donnait des cours au siège. Il ne faut pas oublier d'Arnhem, c'est grâce à 2 militants de l'Académie berbère qui a eu création des cours de langue berbère à Paris 8. L'université de Vincennes, c'est des cours qui existent jusqu'à présent. C'est Lapassat, qui était professeur de Sciences Po à l'université de Vincennes, qui a essayé de les introduire à l'université de Vincennes dans le départ. D'ailleurs, tellement qu'il y avait des oppositions à l'époque, des travailleurs arabes, la forte majorité tunisienne, même parmi eux, Ben Krapoudaïn, qui était contre la création de ce cours à l'époque. Et ce cours-là, par la suite, a été repris par ce qu'on appelle le groupe d'études de Vincennes. D'ailleurs, actuellement, il existe toujours à Paris 8, à l'université de Saint-Denis. Tout à fait. Oui, tu as raison, Youssef.
de souligner bon, ça. Et il y a le témoignage de Hassan Hiresh là-dedans. Ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on est parti sur des thématiques, c'est pour ça que les témoignages ont suivi des thématiques. Hassan, il a fait un témoignage sur le GEM, le groupe d'études berbères. Effectivement, à l'origine du GEM, eh ben, c'était l'Académie. C'était l'Académie. Rappeler les deux noms, il s'agissait de Asmi Jkouane ou de Bouna. Ok, Yahmish bien après. Et voilà, c'est le travail ouvrier de l'Académie. Fillahi, c'était un concours de circonstances entre un militant de la Passade qui était responsable du département politique à Vincennes, et comme ça. La Passade, il a proposé à Jkouane qu'il pouvait les aider parce que la Passade, quand même, c'est quand même un militant régionaliste. Hein, donc il a compris un peu la problématique de la berbérité. Donc, et c'est comme ça que c'était parti. Et ben, il a dit, bon, après, les éléments de l'académie. D'autres éléments bon, beaucoup plus universitaires. ترفعت العشاب ترفعت وحيا الوكيل الى الوكيل الوقتيه رجالات c'était bon et donc d'ailleurs je l'ai toujours dit heureusement il y a eu ces éléments-là qui sont venus, parce que sinon, peut-être, hein, donc il aurait disparu. On prend une dernière question et on te laisse dédicacer le livre. Allez-y, monsieur. Bonsoir tout le monde, merci pour le travail fait. Donc, moi, ce que je voulais dire, parce que c'était un héritage extraordinaire pour l'Académie berbère. Donc, moi, ce que je déduis dans cette histoire, c'est que la diversité a toujours triomphé sur l'unanimisme. La force du mouvement berbère, c'est sa diversité. Il y a eu des intellectuels qui ont travaillé, chacun de son côté. Il y a eu des plahia qui est exactement, comme disait d'ailleurs même Saad Mohamed, les petits gens pour une grande cause. Tous les gens que vous avez parlé, donc Moustapha Bouna, c'est vraiment un ouvrier de base. Il n'a fait aucune étude, il a fait quelques heures, c'est mon frère, donc je peux en témoigner, quelques jours, c'est-à-dire d'enseignement en Algérie pendant la guerre, et après c'est rien. Donc ils sont arrivés, aujourd'hui on discute de pas mal de choses. L'Académie berbère, notre diversité elle est restée. Mais le travail fait par l'Académie berbère a complètement révolutionné ce qui s'est passé en Afrique du Nord. Les Marocains ont opté pour le tifinagh, par exemple, par rapport à l'écriture. Par rapport à l'histoire, il y a encore d'autres choses. Nous, on est resté encore dans ce qu'on était avant. Il y avait, c'est-à-dire l'association Diesel qui travaillait avec les caractères latins. Il y avait, c'est-à-dire l'Académie berbère qui a vraiment vulgarisé au niveau, c'est ce qui a mobilisé le plus en Algérie, c'est l'usage de l'Académie, c'est-à-dire de tifinagh. Aujourd'hui, on se retrouve encore en Algérie dans cette question. On n'a pas tranché et il n'est pas encore tranché. Donc, alors qu'au Maroc, en Libye et ailleurs, c'est tranché. Donc, c'est l'impact c'est-à-dire du travail de l'Académie berbère qui est encore resté. Le drapeau, c'est l'Académie berbère, il a inondé toute l'Afrique du Nord. Donc, il y a l'Inéen, c'est la même chose. C'est l'Académie berbère qui l'a, c'est-à-dire adopté. Donc, c'est un travail de petits gens qui a vraiment fait un travail de géant. Voilà, donc il faut vraiment qu'on vraiment le précise. Et c'est important. Donc là, aujourd'hui, peut-être que nous devons aussi régler ce problème pour qu'en Algérie, les choses évoluent. Parce qu'on a gagné. Je me rappelle une fois, j'ai discuté avec Idir un petit peu au petit balcon pas loin d'ici. J'ai dit, nous sommes qu'un petit rocher qui a complètement, c'est-à-dire créé une grande secousse au niveau de l'ensemble du monde arabe. Donc on n'a pas tiré une balle, on a reçu des balles, mais on a tout ce qu'on a voulu, nous l'avons réalisé. Maintenant, il faut le concrétiser, mais pour le concrétiser, il faut trancher. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, peut-être qu'il faut permettre aussi, moi je suis pour, permettre aux scientifiques, aux gens qui veulent travailler, de travailler avec n'importe quel outil, mais il y a aussi des choses que nous devons trancher pour que l'État ne se cache pas derrière notre diversité qui, eux, vont qualifier comme une désorganisation.
Voilà. Merci. Donc, Merci à vous. vous et merci à vous. Bon, Majid, un petit mot de clôture avant la dédicace. Eh oui, juste, Ben peut-être aussi, aussi, si vous juste, dire un mot de clôture. Morad, il a souligné sur la question des caractères. Effectivement, le GEB, quand il a repris le cours qui était initié par les militants de l'Académie, ils ont apporté les caractères latins. Et l'Académie travaillait avec les Tifila. Donc il y a eu un peu ce petit truc. Mais bon, les deux ont travaillé. Hein, les deux ont travaillé. Le GEB a travaillé avec les caractères latins. Ils ont fait du bon boulot, le GEB. Hein, ils ont produit aussi. Hein. Et l'Académie a travaillé avec les Tifila. Le mot de la fin, Majid. Bon, ben, le mot de la fin, je vous remercie. Hein. Je ne m'attendais pas à beaucoup d'interventions très très riches qui ont complété tout simplement ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit. Hein. C'était vraiment. Et j'ai senti quand même. Il y a quand même une certaine convergence quant au travail de l'Académie. Hein? Donc voilà. Et ça, je pense, c'est une avancée. Bon, l'Académie n'est pas là, mais ce qu'elle a fait est toujours là. Et c'est à nous. Merci, Majid. Voilà. Ben, C'est à nous d'avancer. Moi, je voudrais faire remarquer quand même, c'est que, bon, c'était l'Académie berbère était plus un mouvement politique qu'un mouvement culturaliste. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut resituer les choses dans le temps. D'ailleurs, je ne sais pas si la législation française pouvait permettre à l'époque la création d'un parti politique, proprement dit. Donc voilà, il fallait cette couverture. Tout comme l'amicale, qui était aussi un mouvement politique, mais qui s'est caché derrière l'étiquette d'association. Voilà. Merci pour tout. Et puis, merci à toi. Oh, moi, je dirais plutôt activiste, pas vraiment politique. Ils étaient dans l'activisme et la politique. Ils n'ont pas vraiment, par exemple, été de vrais opposants politiques au régime dictatorial. Hein. Mais ça, c'est un autre débat. On peut continuer la discussion autour de la dédicace. Merci à tout le monde d'être venu au Café littéraire. À dimanche prochain. Merci.